Je pense que l'économie inclusive peut avoir un rôle à jouer en donnant accès à des produits de qualité à un prix abordable. Donc nous, c'est un peu dans ce terrain de jeu qu'on pense qu'on peut apporter une partie de la solution. Et c'est pour ça que le fonds dont je m'occupe, Danone Communities, a été créé suite à la rencontre du professeur Younous et de Franck Ribou, en partant exactement de ce constat. Et on décide ensemble de créer Grameen Danone, donc une entreprise au Bangladesh qui a deux missions. Donc c'est une entreprise, hein, c'est un business, sauf que ces KPI sont un peu différents d'une entreprise plus classique, puisque l'objectif principal, c'est de maximiser son impact social. Impact social sur deux choses. La première chose, c'est comment je fais pour apporter un produit fortifié qui donc répond aux déficiences des enfants au Bangladesh au prix le plus abordable possible. Donc, à la différence de plein de business, quand on est au Bangladesh, l'obsession du directeur général, c'est de se dire comment je fais pour baisser le prix consommateur. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire, je vais essayer, dans ma chaîne de valeur, au maximum, d'inclure les populations locales dans la chaîne de valeur pour avoir un impact aussi sur le pays. Donc, ça veut dire collecter du lait de tout petits fermiers et du lait local, alors qu'il y a plein de pays émergents où, en fait, les filières locales ont été détruites pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. Comment je fais pour donner de l'emploi local en faisant distribuer par des femmes dans les villages le yaourt tous les jours, ce qui permet à la fois d'inclure les gens dans la chaîne de valeur et puis ce qui permet aussi de réinventer un business model. Parce qu'en fait, quand on veut vendre moins cher, même si on n'a pas des exigences de profit fortes, puisque comme l'expliquait Bénédicte, l'idée c'est juste d'être suffisamment rentable pour que l'activité puisse continuer et grandir et donc maximiser son impact social. Même en faisant ça, on ne peut pas avoir un business model qui est classique en fait. On est obligé d'inventer à certains niveaux ou alors de couper des bouts de la chaîne parce qu'on n'a pas assez, quand on vend un produit pas très cher, pour rémunérer tous les acteurs d'une chaîne classique, en fait. Donc, on est obligé de penser différemment. I'm going to try to give you also the other side of the coin of the positive messages that we have received. And clearly we have examples of, on the one hand, raising the floor, right, raising the minimum that kind of expectations from business conduct, which essentially is the, for example, the objectives of the guidelines that OECD has developed, has diffused throughout the world. Now, how many of you know what national point of contact is? Raise your hand. Exactly. So that's my point. Basically, the national point of contact is supposed to be the tool that actually has been put in place in most countries, not only the most advanced countries, not only the OECD countries, but all over, and it's responsible precisely to allow normal citizens as well as other businesses to basically raise the hand and say that company has not behaved according to the principles. So it's about raising the floor, raising the minimum acceptable behavior from companies, and that's very important. As a company, if you want to show that you really care for these issues, for sustainability, please report with these kind of formats. The assumption underlying is that if companies are, forced in a way to report, then something, should happen inside the company so that the actual business activities inside the company would need to change so that they would then have something to report.
Unfortunately, that hope is still very much a hope, and it's really not translating into reality. And what we have heard from the examples like Danone is something very important, but is something that happens outside the boundaries of the core business. These are fantastic experimentations of new ways to create what we call hybrid models, right? Hybrid ways to do business where you have both economic and social purpose fused, merged together. In terms of new business development, new enterprise, you were talking about entrepreneurship, social entrepreneurship is diffusing all over the world, and that is a fantastic phenomenon. But the core problem that we have, and if we want to really tackle the issues, particularly from a food sector, but across all sectors really, is how are we going to change, how are we going to convince, if you want, the managers who are running the various functions inside all the organizations, or the business organization, to actually change the way that they do their business, change the way that they think about the role of their business, first of all, and then change the operations. So just to be clear on the challenge here, okay? So first of all, as we said, we have to actually not just ask for different new ways to report, but actually ask and implement a new way to actually control the business. So the accounting systems have to change. Challenge number 2 is, going from kind of measurements to action, right? Every single function of the firm, if you think about it, should have, should integrate, should be changed so that the interests of the relevant stakeholders, even though they are outside the firm, would be a part of the process. As of today, the marketing and sales department of most companies, not just in food, but across all the industries, certainly are creating wants, are not only sticking to satisfying needs. Okay, that's a subtle difference, but it's a huge one if you think about it. Supply chain, it's interesting and important, and there are standards now to make sure that the suppliers actually behave, yeah? And so the responsibility now is on the large multinational companies, particularly to check that the suppliers behave well in terms of their environmental and the social impacts, right? Labor standards and HR policies and so on. That's very different from actually seeing the suppliers as part, right, of the purchasing process, as part of the firm, right? The Toyota system. I don't know how much you're familiar with what Toyota does with some of the key suppliers. Essentially, the key suppliers of Toyota are really part of the company, are part of the family. They are, motivated, incentivized. They're really contributing to all the new product development, of course, to the success of the entire organizations. They're again, consider stakeholders in the real sense of the world. Now, I'll give you just one number. If you take the top 1,000 companies in the world, the largest 1,000 companies in the world, and you compute their direct product sales, essentially, and indirect, right? So the whole supply chain as well. You sum up to more than 70% of the global GNP, right? So essentially you have 1,000 people in the world
who are running and are directly or indirectly responsible for 70% of the global GNP. That is really the challenge. That is the question. How are we going to get these 1,000 people to understand that the raison d'être, right? The reason why their company exists and their own role as leaders of the companies and obviously of their value chains is not only to maximize shareholder value, that's also important, but it's actually an integrated goal to maximize economic profit as a mean to the end, which is the optimization of social well-being. It's a complete revolution from a cognitive perspective. It's a completely different way to not only think about what the company is about, why it exists, but also who am I and what my role is. How am I going to minimize the harm, right? So making meeting minimum expectations to actually maximizing the good that I'm doing to society. That's another, those are two different cognitive categories, two different ways to think about the role of the firm. Very, very few individuals, let alone CEOs, but even individuals inside companies has made that shift. Les incitations qui viennent du pouvoir public sont très importantes. Et donc, comme le disait Bénédicte, cette année, c'est une année fondamentale dans le débat international sur le développement parce qu'on va adopter donc l'agenda post-2015. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois les nouveaux objectifs donc, de développement soutenable, qui s'appellent le développement soutenable, donc intègrent cette dimension, mais aussi et surtout, je dirais, que ces objectifs s'appliquent et sont imposés, sont auto-imposés par la communauté internationale à tous les pays. Là où les objectifs du développement du millénium s'appliquaient seulement aux pays en développement, donc ils portaient surtout sur la réduction de la pauvreté et tout cela, et les objectifs de développement soutenable s'appliquent à tous les pays, même au Liechtenstein et au Qatar. On peut se dire s'ils ont besoin, mais peut-être ils ont besoin eux aussi. Et sans doute des pays comme l'Italie et la France sont des pays qui peuvent, comme tous les autres, se bénéficier de cet engagement politique à plus haut niveau. J'enlève mon chapeau de la Bocconi, j'enlève mon chapeau de l'OCDE et je mets le chapeau de Milanais que je suis. Cette année aussi, dans cette discussion internationale sur le développement, donc il y aura Addis Abeba sur les Finance for Development, il y aura COP 21 bien sûr qui clôturera la session, mais il y aura aussi l'approbation de la charte de Milan qui, donc même ceux parmi vous qui connaissent les points de contact national de l'OCDE peut-être ne connaissent pas la charte de Milan, mais ça va venir hein, parce qu'à mi-octobre, je crois, en présence de Ban Ki-moon, donc c'est le résultat final d'un effort qui a été commencé il y a un an, il y a 2 ans, je crois, et qui, avec la participation de plusieurs communautés de stakeholders, pour arriver donc en charte de Milan, qui porte justement sur les liens entre nutrition et développement soutenable, et porte bien sûr aussi sur la responsabilité, l'engagement, la possibilité qui vient de l'engagement du secteur privé. Et donc ça, c'est une autre étape majeure dans ce processus qui va se dérouler en 2015 pour débattre de ces questions alors, à l'échelle globale. Et pour revenir sur les sujets de malnutrition, je pense que ce qui émerge, ce qui apparaît aussi à travers les modèles comme Danone, c'est également une autre perception pour les boîtes de leur rôle dans la société, mais aussi de leur propre développement dans les pays émergents. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on revient à des modèles, pourtant c'est des grosses multinationales qui se mettent à faire des petites unités de production. Et je donnais l'exemple d'une autre entreprise que Danone, qui est Bell. Bell qui, au Vietnam, crée des unités de production de 1500 tonnes par an, alors que normalement leurs usines sont plutôt de 25 000 tonnes. En Afrique, ils envisagent d'aller créer des unités de production de 300 tonnes par an. Et donc on va vers des modèles beaucoup plus locaux, des chaînes de valeur locales, hybrides,
qui permettent de créer de la richesse locale et de limiter l'impact également environnemental. Alors après, le sujet, c'est évidemment comment est-ce qu'on passe à l'échelle. Par exemple, l'AFD se pose ces questions-là et est en train de changer même aussi de paradigme hein, dans la manière d'envisager le développement. Et si on finançait, on investissait dans des projets plus petits, de type Grameen Danone ou d'autres, hein, donc des petites entreprises et pour les aider aussi à croître. Et donc voilà, donc revenir à cette notion de petite entreprise et que le développement va passer aussi par des modèles plus petits, des petites entreprises et les aider aussi à devenir des moyennes entreprises. La difficulté, c'est aussi ce passage au stade de moyenne entreprise. Voilà, je pense que sur le sujet de l'alimentation, c'est cette espèce d'aller-retour, cette tension permanente entre le petit et le passage à l'échelle, qui est un vrai sujet. In terms of awareness of the problem and awareness of the challenge, like if you go back 10 years, 15 years ago, even the awareness of the issue of transitioning towards sustainable business model was not even there. Now, it's true that the awareness that this is a real problem, that is a real issue, and it actually has is not just a constraint, but it actually can generate value and shareable value as well. That is something that more and more companies are now realizing. The reduction of the waste of energy and raw material, obviously translates into reduction of costs, right? So there you go. Sustainability reduces costs. Everybody's happy. Now more and more companies are at least doing the kind of the low-hanging fruits, right? At least working on reducing the impacts, the environmental impacts where you also have cost efficiencies, and therefore it's a win-win-win for everybody. The problem is what I was talking about is actually the shift towards actually seeing the potential for innovation, for creating new products, new processes, new ways to do business, and also changing the model, so opening up the citadel, the fortress of the business organization to employees, to suppliers, to customers, and so on. Again, a lot of experimentation going on, but very little progress in terms of real change inside. Now, what can be done? Really don't know. What is the appropriate incentive system? What is the appropriate control system or the appropriate marketing and sales processes so that you actually get, integrate the interests, the needs of all the stakeholders? New governance mechanisms. We can, go ahead and list a lot of possibilities for sure, but do we know what works, what doesn't work, why, under what conditions this might be better than that? No, we don't. And we as businesses, as policymakers, as experts, so-called, right? So what is necessary is global, if you want, or at least an experimentation how to go to scale. Because again, even internally, you can make experiments to, say, change the incentive system in some subsidiaries, right? To see what happens if we put in incentives for environmental impact or social impact in some subsidiaries in some country, in a big multinational company. But that's very different from then scaling it up to the whole Unilever or the whole Danone and so on and so forth. So going to scale, even internally, is a big issue as well.
Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel Pic. I have a question both to Maurizio Zollo and Benedict, which is related. My question to you, Maurizio, is what makes you so pessimistic? You started by being the devil's advocate on the magnitude and the speed of the change at work. It seems to me that we can be much more optimistic about how the 1,000 people who really have the levers are behaving. So my question will be, what do you think should be the prime lever to activate, to accelerate the change? Even if you go inside Danone and Unilever and Virgin, and you actually look at the processes, the way that they run their, investment, resource allocations, strategic decision making, the way that they, manage again sales and so on, and supply, not only in terms of checking what they're doing, but actually in terms of getting them on board. I mean, those mental shifts have just not happened, and process-wise also internally have not happened yet. But I'm sure they're working on it. That doesn't mean that we're hopeless, and that doesn't mean that there's nothing to do. As I said, I think there is a broad understanding of the issue, of the problem, and there's willingness from the institutions. So things are moving, but I think the road is very, very long and not easy. Hein? Corinne, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous avez vécu tout le développement de Danone Community sur plus de 10 ans. Il y a un engagement très fort à la tête, il y a une participation très forte des collaborateurs. Où est-ce que vous voyez aujourd'hui les principales contraintes à l'accélération? Où est-ce que ça bloque? 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Il y a plus de gens qui ont accès au téléphone mobile. Nous, une des solutions qu'on propose, c'est dans des villages où il y a des fortes pollutions, d'installer des petits systèmes de filtration d'eau, c'est une mini-usine qui vend l'eau autour. Ces business-là, en fait, on arrive à les équilibrer financièrement. Donc aujourd'hui, on touche à peu près 700 000 personnes. C'est pas mal, par rapport aux 700 millions, 1 milliard, il y a du chemin. Donc la question, c'est vraiment comment on fait pour accélérer. Et le problème principal, la barrière principale aujourd'hui, c'est trouver localement des ressources compétentes pour mener ces projets. Il y avait quelqu'un qui citait une étude faite par l'ONU, là, ils avaient interviewé 1000 CEO, qui disaient qu'après, ils étaient tous conscients des enjeux. Et quand on leur a dit combien d'entre vous ont vraiment intégré les sujets du climat, etc., dans leur stratégie, 5% en déclaratif. Moi, l'expérience que j'ai en travaillant dans les entreprises, c'est que ça diffuse, en alimentaire, ça diffuse beaucoup plus largement. Mon petit thermomètre personnel me fait être beaucoup plus optimiste dans le monde de l'alimentaire. Maintenant, quand on voit, en tout cas, le défi du climat, qui est vraiment de l'ordre de l'urgence, hein, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est ça qui est le slogan de la COP21. En fait, on y est déjà à 2 degrés, hein, d'ici la fin du siècle. On y est déjà. Donc, en réalité, c'est quoi? L'enjeu, c'est de le limiter à 4 degrés, peut-être, l'augmentation du climat d'ici la fin du siècle. Et on n'y est pas, hein. Les initiatives qui sont prises dans le domaine du développement durable sont souvent attribuées à des individus qui sont des patrons ou d'entreprises ou de groupes, etc. À l'inverse, les PDG des multinationales qui ne font rien ou qui font des choses néfastes, c'est toujours l'entreprise qui est mise en avant et jamais l'individu. Donc il y a une forme d'impunité et d'anonymat qui fait que eux n'ont pas de raison de bouger. Si dans 10 ans, on se disait c'est monsieur machin, patron de PepsiCo ou de Ford, qui a laissé faire ou qui a fait des choses néfastes, est-ce qu'il ne se bougerait pas un peu plus? Le Pays-Bas a été condamné en justice par une ONG parce que le Pays-Bas disait nous on va limiter l'augmentation du climat, on va réduire les émissions de CO2
de 15% d'ici 2030, quelque chose comme ça. Et ils ont été attaqués en justice et ils ont perdu. Et la justice leur dit, vous devez réduire de 25% minimum les émissions de CO2. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Les consommateurs, de plus en plus, vont aussi imposer aux entreprises de changer. Enfin, nous, quoi, hein, en fait. Hein. Les consommateurs qui seront d'ailleurs plus des consommateurs. Il faudra trouver un autre mot parce que, voilà. The current and future employees are also going to make the change. As you were saying, the new generations of both employees and managers definitely have a different mindset. But are we going to wait another generation? You know, can we afford another 20, 25 years before the you know, people who are 20 years old now, you know, before they can really make a difference in their business? Hello, my name's Heidi Miller, and thank you very much for your very enriching interventions. Pardon me as well, it might be a little bit naive, but still I'd like to hear your insights on two questions. First of all, is inclusive economy, since that's a new term for me, at least today, does that essentially or only pertain to underdeveloped or developing countries, as has been the question today? Meaning, recently, I forgot the number, but you'll probably know it, even in France, the number of young children who live under the threshold of poverty is quite alarming. So I think that in our developed countries, I don't know if that's the PC term, but anyway, there is a rising question of social responsibility. And you're talking about taking care of our own little microcosms before taking it upscale. Is that not something to be taken into consideration? Quand on a créé la chaire Social Business, on était embarqués dans l'aventure avec Danone, Bangladesh, etc. Et on a été challengés très vite par des acteurs sociaux français qui nous ont dit il y a aussi de la pauvreté en France, c'est bien joli d'aller au Bangladesh, traiter tous ces sujets-là. Danone, c'est bien beau ce que fait Danone, et puis c'est bien beau d'envoyer vos étudiants là-bas, mais il y a aussi de la pauvreté en France. Et on a à ce moment-là un jour réuni un samedi entier, le président de Schneider Electric, les deux DG de Danone, DG de Carrefour France, DG d'Essilor France, Mohamed Younous et Martin Hirsch, dont j'ai oublié de dire qu'ils étaient coprésidents de la chaire. Bon, les acteurs de la chaire, Bernard Ramanansou, le président de la CCIP, sur au fait quels sont les nouveaux visages de la pauvreté en France. Et ce qui émergeait, c'était notamment cette diminution du reste à vivre chez les personnes pauvres liée à des dépenses contraintes du type logement, assurance, etc., très très élevées, ce qui fait que maintenant personnes ont un reste à vivre, un certain nombre de personnes ont un reste à vivre très 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 réduit, et qu'il y a un nouveau phénomène de travailleurs pauvres, ces travailleurs qu'on voit parfois dormir dans leur voiture. Et donc à ce moment-là, on a créé nous une espèce d'incubateur d'innovation où les grosses boîtes comme Danone, Essilor, Bouygues, Renault, etc. vont explorer, expérimenter, comme le disait Mauricio, des modèles économiques innovants pour donner accès à la nutrition, aux lunettes, à la mobilité, au logement, etc. aux personnes précaires en France. Donc ça, c'est une association qui s'appelle Action Tank, Entreprise et Pauvreté, si ça vous intéresse. Donc, Action Tank, pour se distinguer des think tanks. Do Tank. Action Lab, en fait, c'est une sorte d'incubateur, de projet d'expérimentation pour voilà, inventer de nouveaux modèles économiques associant des grandes boîtes avec des acteurs comme la Croix-Rouge, des associations et avec les pouvoirs publics. The second question I'd like to hear your insights on is, in order to, Jean-Daniel was talking about how to accelerate the change, we're talking about the CEOs and their vision, which is of course necessary, and the political people as well. But how about the employees? The employees and their well-being in the company and the social responsibility of the company towards their own employees in terms of employment, which seems also to be a basis for then being able to have the own awareness to really enact and embody
social responsibility at a larger scale. How does that, how do you say, connect with your RSE policies? La façon dont on le fait, nous, c'est en ouvrant la possibilité à des employés de Danone, soit de contribuer directement dans le fonds de manière financière, puisqu'en fait, c'est un fonds d'investissement, soit de contribuer de manière en donnant de son temps et de son expertise, puisque en fait, tous ces business, ils ont ce que le fonds Danone Communities leur apporte beaucoup, ou ce que d'autres entreprises, quand une grande entreprise s'intéresse à ce genre de choses, c'est pas seulement le capital qui est généralement pas énorme pour une grande entreprise comme Danone, mais c'est plutôt l'expertise technique qu'on va apporter. Et là, c'est d'ailleurs un outil de transformation à l'intérieur de l'entreprise, comment on fait bouger le gros mammouth et pas juste avec des petites gouttes de trucs qu'on fait au Bangladesh. Et ben, c'est en faisant participer le plus possible des employés à l'intérieur de Danone qui vont donner de leur temps, en fait. Hein. Et puis, on le fait aussi, d'ailleurs, avec des entreprises à l'extérieur de Danone. Bon, il y a plusieurs entreprises. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous, dans leurs entreprises, ont dû donner du temps pro bono, directement ou indirectement, à des projets comme Danone Community. Ça, c'est un moyen aussi de faire connaître aux gens et de les impliquer. The second question is again at the core of the integration of sustainability in the human resources management function. Every company has an HR function, and the question is, how do we change that particular function, right? The processes for hiring, for measuring performance, right? Individual performance, for promotion, for transferring, every process, every HR process has to change in order to take into account the well-being, the impact of the decisions on other stakeholders, and so on, right? Let's take the last question, if you're okay, then the last remarks. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une petite parabole, la parabole de la grenouille. La grenouille que vous mettez dans une casserole, dans de l'eau froide, vous faites chauffer, vous la connaissez peut-être. Et la grenouille, elle va se laisser tranquillement chauffer jusqu'à se laisser mourir dans l'eau chaude parce qu'en fait, elle n'aura pas eu un choc qui lui fera prendre conscience qu'elle doit bouger. Et qu'est-ce qui fera le choc aujourd'hui pour que les décideurs, les 1000 ou 950 ou 995 qui n'ont pas encore bougé, vont bouger? Qu'est-ce qui fera prendre conscience au marché financier, aux fonds de pension, qui sont eux quand même qui posent les conditions de management des entreprises, que c'est leur intérêt. Ils ne pourront pas longtemps rester, indéfiniment rester, avec des problèmes qu'ils peuvent parfaitement maîtriser de loin, parce que leur vie n'est pas impactée. Les gens qui décident ne sont pas impactés par ce dont on parle. Quand on voit comment vivent les gens riches, et j'ai eu la chance d'approcher par mon travail des grosses fortunes, ils sont très loin de ces problèmes. Et c'est quand même eux qui, in fine, aujourd'hui, ont encore le moyen d'imposer un modèle de management basé sur la rentabilité, la profitabilité à court terme. Nous, ce n'est pas du tout une réponse macro qu'on apporte à ce que vous dites, hein, mais on le fait pas, enfin, comment dire, on le fait à une toute petite échelle, on fait ce qu'on peut. C'est pour nous en ramenant sur terre les individus, ne serait-ce que nos étudiants. Donc on leur propose d'aller s'immerger une semaine en entreprise d'insertion. On organise des voyages d'études avec des CEOs au Bangladesh. Corinne était avec nous d'ailleurs. En Inde, etc. Et donc en fait, pour nous, c'est vraiment en ramenant ces personnes-là qui sont loin de la réalité du monde, des réalités du monde. Quand on dit 1 milliard, c'est 1 habitant sur 6, mais on oublie ça en fait. Hein, quand on voyage dans les 5 étoiles, on ne voit pas ces choses-là. Eh bien, c'est en ramenant aux réalités du monde que, à ce moment-là, les gens ouvrent les yeux et le cœur à tout ça. Et donc, c'est là que se passent des shifts, des passages. Mais si ça prend 25 ans, mais ça prend du temps. Ce sera trop tard. Ouais. Alors après, mais nous, on est tous des citoyens consommateurs. The point is precisely to avoid, to the extent possible, that the big shock will come in 2050 or whatever, as you were saying, right? There have been shocks already. You know, the global crisis from 2008 definitely was a shock.
We know how it started, right? And you were pointing to that. The social, this inequity, right? Lack of social equity was and is still now even more a huge issue inside large and developed countries as well as obviously across countries. So there are those shocks, but certainly not the big one that would all of a sudden make everybody realize that, so that hopefully we're not going to see it. That's precisely why we need to put in place now the experimentation, that innovation that can generate the new way to think about what the firm is, what the company is, what does it mean to run a business. That's the challenge. It's a revolutionary change on how we think about what a business is and how to manage it. Now, that's not going to happen overnight. We know that. The only way that we can speed it up is by actually having evidence through experiments, run inside companies, like changing the real way in which companies are run inside their business. To me, at least this is my own view, I mean, that's the real way. And obviously the institutions can help to the extent that they can provide their, umbrella under which this experimentation can happen. They can provide, yes, the incentives, but in the end, and maybe some support, but in the end, the companies have to be willing to engage in this internal experimentation. Un événement qu'on organise le 1er octobre avec l'association. Et l'idée, c'est de mobiliser justement les alumni, les profs, les étudiants sur ces sujets-là. Alors en particulier sur le climat dans la perspective de la COP21. Donc 1er octobre. Et... Merci beaucoup de cette invitation à poursuivre le débat qu'on est obligé d'interrompre aujourd'hui compte tenu du temps. Mais effectivement, vous êtes invités à poursuivre avec nous le 1er octobre. Juste à mot de conclusion, je pense qu'on a finalement passé un message fort, mais sous plusieurs formes. Je vais jeter des expressions qui me parlent, qui nous parlent. On vous invite à explorer de nouveaux paradigmes, à faire bouger les lignes, à ouvrir les citadelles, à tenter de nouvelles expérimentations, à dépasser la rhétorique, à rentrer dans le mental shift. C'est évidemment ça le message de ce matin, l'objet de cette réunion. Et le message surtout, le message fort, c'est de dire n'attendons pas que les 1000 dirigeants qui sont en charge de 70% des affaires du monde le fassent. C'est une invitation à chacun d'entre nous d'être cet agent de changement dans notre job, dans nos vies de citoyens, dans nos actes de consommateurs. On va garder cette note positive que les jeunes générations que nous avons à l'école sont des générations qui, elles, sont sans concession, qui nous poussent, mais ne leur laissons pas ce problème entier. Et je crois que voilà, nous voulons repartir avec toute cette invitation de mettre les grenouilles dans l'eau bouillante, mais avoir à l'issue de cette séance cette interrogation sur ce que nous, dans notre pratique quotidienne, professionnelle, on peut changer pour ne pas être dans les 5% ou les 95% qu'on a pu planer. Je voudrais dire un très grand merci à nos panélistes, encore une fois, et un très grand merci à la Merci à Federico d'avoir animé.